dysprosium, holmium, herbium, ytterbium, néodyme, ça vous dit quelque chose? Mais si vous connaissez, vous en faites usage tous les jours dans vos smartphones, dans votre voiture ou tout simplement en allumant une lampe. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler des terres rares, ces substances qui posent un très grand nombre de questions à l'échelle de la planète et des questions qui dépassent largement les utilisateurs que nous sommes. Regardez ces cailloux. Vous voyez là de l'herbium, là c'est du thulium, du cérium, du néodyme, du samarium. Ce sont des terres dites rares, mais en réalité ces minéraux ne sont pas rares, mais ils sont très dispersés dans l'écorce terrestre, géographiquement et géologiquement. Donc ils sont difficiles d'accès. Et si vous vous souvenez à l'école avoir appris le tableau périodique des éléments, c'est dans ce tableau que l'on trouve ces fameuses terres rares, soit les 15 lanthanides, plus le scandium et l'yttrium. Alors, qu'est-ce que ces substances ont de particulier et pourquoi sont-elles stratégiques aux yeux des États? Les terres rares ont tout d'abord été utilisées dans l'armement, par exemple pour les pièces d'artillerie ou le guidage balistique, et depuis quelques années, elles participent au développement des nouvelles technologies, et en particulier les technologies vertes. Par exemple, on trouve des terres rares comme le lantane dans les batteries des voitures électriques, et ce, en grande quantité. La batterie de la Prius de Toyota contient environ 10 kg de lantane. On trouve de l'yttrium dans les luminophores des télévisions à écran plat, ou encore dans les pots catalytiques. On utilise le cérium dans le secteur de l'optique pour le polissage du verre, le gadolinium pour l'imagerie médicale car c'est un agent de contraste. On fait une injection de gadolinium aux personnes qui passent une IRM. Le néodyme, lui, sert à fabriquer des aimants permanents pour certaines éoliennes, bien plus puissants que les aimants à base de ferrite. Or, on le sait, l'électricité produite à base d'éoliennes est en très forte hausse dans le monde. Enfin, le terbium est utilisé dans la fabrication des ampoules à basse consommation et des LED. Or, le marché des LED, lui aussi, explose dans le monde. Donc, si on veut continuer à améliorer les performances de nos écrans, de l'optique avancée, de l'électronique de pointe, on a besoin de ces terres rares. Alors justement, où les trouve-t-on à travers le monde? Pour le United States Geological Survey, les pays qui disposent des plus grandes réserves de terres rares aujourd'hui sont, dans l'ordre, la Chine, le Brésil, les États-Unis. On trouve aussi des terres rares en Inde, en Australie, en Malaisie, en Russie, au Vietnam. Or, il existe une grande incertitude autour des estimations des réserves de terres rares dans le monde, car tous les gisements n'ont pas forcément encore été découverts ou mis en exploitation, mais aussi parce qu'il s'agit de ressources stratégiques autour desquelles les États entretiennent une certaine opacité. Allons voir l'un des plus gros détenteurs de terres rares au monde, les États-Unis. Ce pays détient les 3e réserves mondiales et il a été le premier producteur jusque dans le milieu des années 80. On voit ici la mine de terres rares de Mountain Pass, située en Californie, à la frontière du Nevada. Et elle a été fermée en 2002 du fait des dégradations environnementales que provoque ce type de mine, mais surtout du fait de la perte de compétitivité de la production américaine par rapport à la production chinoise, beaucoup moins chère. Or, la Chine a aujourd'hui acquis une position de quasi-monopole dans la production de terres rares. Comment a-t-elle procédé? En 1927, les Chinois découvrent les immenses gisements de terres rares situés en Mongolie intérieure, à Bayan-Obo. Ces gisements ne connaissent un début d'extraction significative que dans les années 1980, avec les réformes économiques engagées par Deng Xiaoping. Et avec le programme 863, la Chine place l'extraction de ces gisements de terres rares dans une stratégie de long terme, et ce, en 3 phases. Premièrement, en bénéficiant d'une main-d'œuvre bon marché et en étant indifférente aux conditions sociales et environnementales, la Chine vend ses minerais à bas prix durant des années. Ainsi, elle asphyxie progressivement les autres producteurs, en particulier les Américains, tout en profitant des apports en devises étrangères grâce à la vente de ces minerais. Deuxième phase, le pays met en place une stratégie de remontée de filière qui vise à développer en Chine les industries qui utilisent ces mêmes terres rares. Enfin, troisième phase, la dépendance et la demande étant plus grandes encore, Pékin impose des quotas et des taxes sur les exportations de terres rares.
avec triple avantage pour la Chine: préserver ses ressources à long terme, faire monter les prix et lutter contre la pollution extrême générée par l'activité. Eh bien voilà comment la Chine a supplanté les États-Unis au rang de premier producteur de terres rares, pourquoi aujourd'hui 87% de la production mondiale provient de Chine, alors que ce pays ne détient que 40% des réserves connues, et comment elle a su instaurer un rapport de force avec ses clients américains, japonais ou européens. Ceux-ci ont déposé une plainte contre les mesures chinoises auprès de l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, qui en mars 2014 a donné raison aux plaignants. Résultat, au début de l'année 2015, la Chine a annoncé la suppression des quotas sur les terres rares. Eh bien, ce sont tous ces éléments qui aident à comprendre la restructuration actuelle du marché des terres rares et les tensions qui en découlent. Et compte tenu de leur importance économique, les terres rares peuvent évidemment être utilisées à des fins politiques. Eh bien, prenons un exemple. Allons du côté de la mer de Chine. L'archipel que vous voyez sur la carte est revendiqué à la fois par la Chine, qui nomme ces îles les Tiaoyu, et par le Japon, qui les appelle Senkaku. En 2010, un bateau de pêche chinois entre en collision avec des gardes-côtes japonais au large de ces îles et l'équipage est arrêté par les autorités japonaises. Eh bien, cet incident débouche sur une crise diplomatique entre la Chine et le Japon. Selon Tokyo, la Chine aurait stoppé l'exportation de terres rares vers le Japon en guise de représailles, ce que les autorités chinoises, évidemment, ont démenti. Alors, face au quasi-monopole de la Chine sur la production de terres rares, les pays occidentaux cherchent tous, depuis quelques années, à réduire leur dépendance et à trouver d'autres sources d'approvisionnement. Actuellement, 2 projets d'exploitation de grande envergure sont en développement. Aux États-Unis, avec la reprise de l'exploitation de Mountain Pass en Californie, et en Australie, où la mine de Mount Weld est en fort développement de production. Il y a aussi de nombreux projets qui sont développés sur le continent africain, et on trouve également 2 nouveaux venus un peu inattendus. Tout d'abord le Groenland. Certaines sources estiment que le Groenland accueille les 2e réserves de terres rares au monde à Kvanefjeld. C'est pourquoi ce territoire, sous souveraineté danoise, intéresse particulièrement les Européens, encore faut-il que ces affirmations s'avèrent exactes. Mais depuis 2009, la gestion des ressources minières de ce territoire est du ressort du gouvernement autonome du Groenland. Or, il est en conflit avec l'Union européenne en ce qui concerne la chasse des phoques pour leur fourrure. Et puis, il y a les conditions climatiques qui pourraient rendre l'exploitation des gisements très difficile. Maintenant, dernière estimation à évoquer, les ressources détenues en Corée du Nord, pays que l'on ne place finalement jamais sur l'échiquier des échanges internationaux. Plusieurs sources estiment que la Corée du Nord disposerait des plus importantes réserves mondiales de terres rares. Le site de Jongju que vous voyez là sur la carte abriterait 216 millions de tonnes d'oxyde de terres rares, soit le double des réserves mondiales actuellement connues. Alors si cette estimation se révèle exacte, cela vient évidemment bouleverser les équilibres géopolitiques régionaux. Plusieurs acteurs sont intéressés, parmi lesquels évidemment la Chine. En 2012, l'entreprise d'État sud-coréenne Korea Resource Corporation a indiqué que des contacts avaient été pris avec la République populaire démocratique de Corée pour l'exploitation conjointe de gisements nord-coréens. Et en 2013, la compagnie SRE Minerals a annoncé la création d'une joint venture avec une entreprise d'État nord-coréenne en vue d'exploiter les gisements de Jongju. Eh bien, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de prudence, car les enjeux sont immenses et les manipulations possibles. Voilà, j'ai voulu vous donner une définition précise de ce terme de terres rares, des substances qui ne sont pas rares, mais très dispersées dans les couches géologiques de notre planète. On mesure bien ainsi à quel point cette question est mondialisée et au cœur des rapports de force entre États. Et puis on mesure aussi à quel point nous en sommes désormais dépendants au travers de tous ces nouveaux objets quotidiens. Sur cette question, vous pouvez lire utilement l'Atlas mondial des matières premières par Bernadette Meren-Schumacher aux éditions Autrement. Vous pouvez lire aussi le rapport de la CNUSED de 2014 qui consacre tout un chapitre aux terres rares, coup d'œil sur les produits de base.
Vous pouvez lire aussi des territoires à penser par les éditions de l'Aube et Passion Céréales. Et une fois n'est pas coutume, une BD géopolitique et géoéconomique, Koralowski, l'oligarque. Elle nous parle de ressources, de gisements, mais cette fois de gisements de pétrole, par Philippe Gauclair et aux éditions du Lombard. Toutes ces références, vous pouvez les retrouver en français et en allemand sur le site du Dessous des cartes.